La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel où il se passe pas grand chose. Et non, il se passe plein de choses. Il se passe quoi? Mais il se passe plein de choses. On a une émission de fou. On a des super bouquins aujourd'hui. Mais oui, mon cher Thio, qui lance cette émission à la perfection. Ouais, parce qu'en fait, on était en train d'essayer de se servir du coca tout en essayant de démuter les micros en même temps, en ayant croisé les bras et les effluves. Un truc de fou. Et c'est mal. C'est mal. Et donc, nous sommes le 13 mars pour enregistrer cette émission. On est au Redoux quand même, hein. Il commence à faire beau. Déjà, de toute façon, j'ai même pas vu l'hiver. Voilà, c'est vrai qu'on l'a pas vu venir. Pour encore vous parler de bande dessinée, je suis One A Pied, je suis accompagné de Thio, mon acolyte fidèle et quasi toujours présent. Je crois qu'on a raté qu'une émission depuis le début, ou un truc dans le genre. Ouais. Deux, ouais, c'est vrai. La troisième t'es virée. Ouais, dans ce cas-là, je te dirais, il y en a un qui est déjà... tu as déjà fait sa lettre, il a déjà eu son solde de tout compte, non? C'est ça. Dans cette émission, je vais vous faire une petite rubrique online assez light, parce que il se passe tellement de choses ces derniers temps que j'ai pas eu le temps de trop lire d'online. En chronique, je vais vous parler de Polar, de Boitel et le Café des Colonies, de Anton l'éléphant peintre, d'un temps de Toussaint, de Démocratia et d'Harmonie. La démocratie, l'harmonie et tout. C'est beau, hein. Un petit express ensuite où on reviendra sur Walking Dead et Ajin, des séries que l'on aime suivre. Et je crois qu'on peut tout de suite démarrer dans la folie, dans le waouh, oui, le comme online. On va commencer par vous parler des 24 heures de la bande dessinée qui ont eu lieu il y a 2 mois, à peu près, hein. Mais c'était le temps que tu prennes du recul, que tu vois vraiment avec un œil objectif tout ce qui a été fait, les contraintes, la production, la qualité intrinsèque des choses. Vas-y. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai eu le temps d'en lire très peu. Une seule. Non, 2, j'en ai eu. Bref. Bravo. Mais une, ouais, ça compte pas. Bon, bref. L'exercice a lieu la veille de l'ouverture du festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et le principe, c'est que les auteurs ont 24 heures avec des contraintes pour produire 24 planches, couverture comprise. Et c'est pas facile parce que les contraintes peuvent être très difficiles. Jusqu'ici, les contraintes étaient souvent trouvées par Lewis Trondheim, qui n'est pas la moitié d'une enflure, mais qui a l'avantage de faire des contraintes tellement chiantes qu'on avait des résultats souvent captivants. Cette année, les contraintes ont été données par l'association Shifumi, qui organise un festival de bande dessinée assez intéressant, qui s'intéresse beaucoup au côté expérimental. Et ils ont annoncé tout de suite que les contraintes, ils en donneraient 3, une toutes les 8 heures. Ouais, alors moi je me suis dit ça, c'est un coup pour faire chier Lewis Trondheim qui tous les ans fait le festival, fait le truc, et en fait, il finit sa BD à 22h, il va se coucher. Voilà. C'est Lewis Trondheim. Et là, ils se sont dit, mais là, vu que toutes les 8 heures, il est obligé de voir le truc, il peut pas finir, tu vois, il est coincé. Donc Lewis Trondheim n'a pas fait les 24 heures de la BD cette année, je sais pas si c'est lié. Boulet n'a pas participé non plus, alors que j'adorais ses participations. Je crois pas que Paca, dont j'adorais aussi le travail, ne l'a pas fait. Ce qui fait que j'ai raté les auteurs que je suis régulièrement. Donc, bien sûr, il y a des tonnes d'auteurs, et les contraintes étaient assez bateaux, malheureusement. On s'est dit, ça va être une bonne idée. En gros, première contrainte, ils avaient 8 planches pour raconter quelqu'un qui parle d'autres personnes, puis 8 planches pour que une des autres personnes parle à d'autres personnes, puis enfin 8 planches pour qu'une troisième personne parle aux autres personnes. Donc des contraintes un peu pour ave du cul. Et là, je viens de bien remettre une fiche d'un micro qui était mal rentré. Ça fait du bien aux oreilles. Et donc, des contraintes un peu pourraves, je trouve, parce que pas trop contraignantes en fin de compte.
Voilà. Je m'attendais au moins, tu sais, genre, ils te donnent la première, la deuxième, tu t'y attends un peu. Je me suis dit, la troisième, ils ont fait un truc de fou. Tu vas faire, oh mon Dieu, les enfoirés, comment je m'y retrouve maintenant pour retomber sur mes pattes? Enfin, un truc bien vache, tu vois. Non, c'était pas bien vache. Donc, je vous invite à aller regarder les planches de Yann Leborgne sur le site des 24 heures de la bande dessinée, parce que c'est mon frère et que il s'est rajouté des contraintes en cours de route, donc c'était plutôt rigolo. Et puis aussi, aller un peu piocher dans tous les sens, aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs. Parce que sur ce genre d'exercice-là, je pense que l'âge et l'expérience et le fait d'avoir signé chez un éditeur ne veut pas dire qu'on va faire un travail meilleur qu'un autre, car souvent c'est l'idée et la qualité du café qui sont beaucoup plus importantes que le reste. Voilà. Donc les 24 heures de la bande dessinée, c'est sur le site du Festival international de la bande dessinée, 24 heures BD, vous cherchez, vous trouverez. Merci. Nous passons à ma vie de réac. Morgan Navarro est un auteur qui s'est amusé à raconter des BD comme s'il était un gros réac. Alors je sais pas s'il l'est vraiment. Et donc il arrive et puis il a des petites histoires du quotidien. Et puis il réagit comme un réac, quoi, le gars. Et bien sûr, il est un peu toujours en porte-à-faux avec les autres, etc. C'est assez rigolo, ce sont des histoires assez courtes. Ça permet un peu de relativiser les différents points de vue qu'on peut avoir. Donc c'est sur les blogs du Monde, donc Morgan Navarro blog.lemonde.fr. Et moi j'ai passé un bon moment à lire ça, à rattraper un petit peu mon retard parce que j'ai découvert en cours de route, et je continue à le suivre dès qu'il y a du nouveau qui sort. Je trouve ça assez rigolo. Thio, tu es en train d'y jeter un œil. Oui, exactement. Exactement. Voilà, je fais mon taf au dernier moment, comme tout bon élève qui se respecte. 2 secondes, il faut que je lui finisse de lire La Chute. Voilà. Vas-y, lis, finis. Ah, il faut que je... Faut que tu meubles le temps que je finisse. Il faut que je meuble. Donc, voilà, donc Morgan Navarro, qui a un nom à la fois de pirate et de policier. Ce qui en fait... Quoi, je suis en train de meubler, là. À un moment donné, c'est pas facile. Hein. Écoute, moi, je trouve que La Vallée de Dana m'a... Voilà. Donc, tu as lu un titre... J'en ai lu un, La Vallée de Dana, c'est bien. Ça t'a plu? Ça m'a plu, c'est ça. Très bien, passe à la suite. On peut passer à la suite. Cadavre et ski. Alors, cadavre et ski, c'est un exercice de cadavre exquis entre jeunes auteurs du numérique. Sur un télésiège. Ouais. Bref, on voit une famille qui va à la montagne pour vivre un truc et puis ça part en vrille totale. Sauf que c'est un cadavre et ski de case par case. C'est-à-dire que chaque auteur enchaîne sur une case nouvelle. Donc la case doit amener assez d'informations pour qu'elle ait un intérêt dans l'histoire. Et puis aussi pour faire chier les autres en partant à l'ouest, en changeant les pistes, etc. Il s'y mélange des gifs animés, des dessins standards, etc. C'est complètement barré, complètement débile. Un des personnages principaux est un ours qui est obligé de retenir ses pets, car lorsqu'il pète, ses pets sont mortels et tuent les gens. Tu vois ? Et ça craint. Donc, sauf que des gens veulent le récupérer pour en faire une arme. Voilà. Tu vois le niveau. C'est totalement potache, c'est totalement débile, et donc c'est totalement drôle. Et comme c'est une case de temps en temps, allez, le seul défaut, c'est comme c'est une case de temps en temps, d'un coup, tu tombes sur la case, tu fais, attends, j'en suis où là? Il s'est passé quoi avant? Avec des styles assez variés, donc on s'y perd un peu. Voilà, c'est sur Tumblr, c'est cadavre-et-ski.tumblr.com. Je vous invite à suivre ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de voir une planche débile? Une case maman, on peut pas déménager à chaque fois que je pète. Et là, on a été obligé. Jennifer est toujours dans le coma. Voilà. C'est bien résumé. Hein. C'est bien résumé. Écoute, t'as fait un truc parfait. Et là, j'ai mis une virgule online parce qu'on a discuté tout à l'heure et on a dit, hey, en fait, on a exactement les mêmes rubriques que la dernière fois au niveau des nombres. Et en fait, pas du tout. Donc, en fait, ce que je dois faire, c'est ça. Bon, alors je veux pas non plus le pourrir tout de suite, mais il a déjà réussi à foirer son intro presque 4 fois, alors que je ne disais absolument rien. J'étais stoïque. Je regardais même dans un coin de la pièce. Sage. Limite, je m'étais mis au coin tout seul. Et il a foiré 3 fois. Là, du coup, tu rates le jingle. Enfin, franchement, ce soir, tu fais de la merde. Mais heureusement, nous allons parler d'une bande dessinée chez Glénat. Dans notre émission, mais qu'est-ce que c'est original! C'est ça. Ouais, mais sauf que nous allons parler d'une bande dessinée de chez Glénat Comics. Avec non, dis-moi. Non, c'est pas possible. Avec le running gag de chez Glénat Comics. Ils ont sorti ça format carnet de timbre. Non. Ça aurait pu.
Non, c'est un format à l'italienne. On n'en avait pas eu encore des comme ça. Et voilà. Et ben c'est fait. Ça y est, c'est Polar venu du froid de Victor Santos, dont on a déjà parlé en fait pour son Black Market. Qui était joliment dessiné sans plus et pas terrible au niveau du scénario. Voilà, qu'on avait à peu près. Tu as parfaitement résumé le truc. Donc le pitch, bien, on a le vieux tueur à gages à la retraite qui s'appelle le Black Kaiser. Qui est donc le retraité, le meilleur tueur du monde, l'espion le plus dangereux qui n'ait jamais existé. Forcément, l'espion... Nick Fury à la retraite. T'as pas pensé à Nick Fury ? Non, parce que Nick... Non, alors franchement, non. Ah, moi, oui, parce que toi, t'as encore l'image de Nick Fury Black. Moi, je parle de Nick Fury. Non, mais c'est pas que des petits Black. Moi, ça m'avait pensé à autre chose. Et je t'en parlerai dans Qu'est-ce que j'en fais ? Parce que voilà, exactement. Donc vas-y, poursuis. Je peux continuer. Oui. Donc, le plus grand assassin du monde, de l'univers, que dis-je, va se faire dézinguer par ses anciens employeurs, parce que forcément, comme il a été le meilleur assassin du monde, il a quand même... il en sait beaucoup sur beaucoup de monde. Donc, on va essayer de le dézinguer, mais forcément, on ne peut pas dézinguer le meilleur assassin du monde, parce que le meilleur assassin du monde, c'est le meilleur. Donc, il va défoncer tout le monde. Voilà. C'est simple. C'est efficace. C'est un scénario basique. Basique, mais qui graphiquement est mené un petit peu à la manière d'un Frank Miller, d'un Mike Mignola. C'est les références qui sont données dans le communiqué de presse, mais il y en a tellement d'autres. Mais moi, je trouve que c'est les deux références que j'ai trouvées de suite. Bon, Frank Miller, déjà, pour l'espèce de noir et blanc et l'utilisation des petites touches de rouge qui font quand même penser à Sin City aussi. Tu valides ? Pas exactement, mais j'y viendrai. Moi, je valide totalement. Et donc, voilà, je me suis vraiment bien éclaté là-dessus. En plus, ce qui est très bien, c'est que comme le scénario est très, très simple, et c'est pas médisant, du coup, je trouve que le travail graphique prend toute sa puissance, quoi. Alors, moi, je vais venir sur le graphisme. Directement comme ça ? Ouais, là, on parlera du scénar après. Au niveau des influences, j'ai vu un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est moins brut que ce que peuvent faire des Mignola et des Miller. Les traits sont plus dessinés. Mignola et Miller travaillent beaucoup plus sur vraiment le contraste très fort. Là, il y a ces effets de contraste, mais pas que. Et ensuite, tu parlais de l'usage de la couleur. L'usage de la couleur chez Miller est un effet de style dans une histoire. Tandis que là, je trouve que c'est plus utilisé vraiment comme une autre couleur. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment ce rouge comme il utilise le noir. Je suis pas d'accord. Pas pour lui donner le même sens, mais il utilise le rouge comme il utilise le noir. Et c'est-à-dire que voilà, ça va pas être des éléments. Quand tu regardes Miller, où il va avoir du rouge, ça va être juste les lèvres de la femme, etc. Oui, mais là, il va te coloriser une case en rouge. Ça l'est aussi. Mais pas que, ça va pas plus que, loin ouais, que ça. Il le fait aussi. Voilà, chez Miller, c'est du gimmick. Là, on est vraiment dans une construction au niveau graphique, beaucoup plus forte. Ça fait partie de sa construction de base, c'est pas juste un gimmick qui va servir d'histoire, je trouve. Ensuite, voilà, je trouve le trait un peu plus précis que ce que peut faire Miller. Alors après, c'est pas un reproche ni pour l'un ni pour l'autre, mais ça s'en démarque un petit peu. Ça va plus loin que ça. Moi, c'est ce que j'ai apprécié. C'est-à-dire que on pense à Miller, forcément, mais je trouve que ça va plus loin, c'est autre chose. Voilà, il y a une inspiration, certes, je pense que c'est difficile à nier, mais voilà, c'est un peu plus que ça, et en plus, je trouve que par rapport à Miller, il a un sens de la narration, du travail du découpage, du positionnement des pages, des cases, les unes par rapport aux autres, qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fluide, beaucoup moins brut. Il y a un côté brutasse chez Miller, faut pas l'oublier. Je suis pas tout... Et t'as un côté plus case à case, standard, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Si tu prends 300, t'as quand même un découpage qui est pas celui de Sin City, quoi. Ouais, mais 300, c'est du pleine page quasiment tout le temps. Pas toujours. Ouais. Pas toujours. T'as les plans où il est en discussion avec le fils du Spartiate là, qui est difforme, et on n'a pas du tout le même... Enfin bon. Voilà, moi je trouve que ça va un peu plus loin, donc pour dire que j'ai vraiment apprécié. Graphiquement, c'est magnifique. Ok, on est d'accord. Mais pas pour les mêmes raisons. On est d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. Note. Je note, on est d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. Sinon, c'est pas mal. Bon, et au niveau du scénario,
On est dans du scénario prétexte, hein, à nous relancer des histoires de guerre froide, de baston, d'action. Le scénario est pas des plus intéressants, mais voilà, c'est un prétexte à montrer de belles images. Et pour le coup, ça marche très bien. Moi, j'ai pensé vraiment à Nick Fury, hein, en voyant le personnage. Je sais pas si c'est une influence volontaire ou pas, mais je me suis dit, ouais, c'est le vieux Nick Fury, mais c'est le meilleur, quoi. Ouais, non. Mais toi, tu penses à Samuel Jackson quand tu penses Nick Fury. Non, mais parce que j'ai pas pensé un brin à Nick Fury. Je veux dire, ça, Nick Fury, c'est pas ma vie, quoi. Moi, si tu veux, voilà, là, tu m'aurais posé la question tout de suite, mais qu'est-ce que tu en fais? Moi, je te dis, après Un polar venu du froid, je pose le bouquin et je vais me mater 2 films. Mon voisin le tueur et Red. En fait, moi, ça m'a fait penser à Bruce Willis. Moi, j'avais le vieux... Pas du tout. Là. Ben ouais, le vieux tueur à gages à la retraite qui essaye de se la couler douce et du coup qui a un voisin dentiste. Mon voisin le tueur, quoi. Ou Red, quand on vient chercher les anciens tueurs à gages de la CIA et il y a Bruce Willis. Moi, c'était Bruce Willis que j'avais en face de moi. Ouais, moins humoristique pour le coup quand même. Hein. C'est pas très drôle, Polar, par rapport à Mon voisin le tueur. Ouais, mais... Tu m'as demandé à qui ça m'a fait penser. Je veux dire, en même temps, Nick Fury est super drôle, quoi. T'as vu son dernier one show? Nick Fury, c'est pas quelqu'un de rigolo. Voilà. À l'origine, quand il était blanc, il était pas drôle. Tout de suite, tu vois, il devient noir et on en fait un rigolo. Et ben voilà, tu vois, c'est encore du racisme. Ok. Bon, on passe à la suite. Non, j'ai pas dit ce que j'en faisais. Bah, t'en fais rien. Moi, je le mets avec Red Bullet, voilà, puisque c'est comme ça. Red Bullet, ah ouais. Ouais, parce que c'est du polar très très fort, très très dense. Et je trouve que ça irait très bien avec. Voilà. Ouais. Ok. Boitel et le café des colonies de Monsieur Kelaguillot et Maurice. Alors, je trouve pas les prénoms des auteurs. Didier Kelaguillot et Sébastien Maurice. Chez Grand Angle, qui est adapté d'une nouvelle de Maupassant. Donc, adapté d'une nouvelle en bande dessinée. Pourquoi pas? Maupassant, pourquoi pas? Mais qui traite d'un sujet étonnant et très intéressant, qui montre que peut-être que Maupassant était en avance sur son époque quelque part. Hein. D'un point de vue humaniste. En gros, on est à la fin du 19e siècle et on suit la vie du père Boitel, qui est devenu un peu... un gars, il bosse dans la merde, en fait. Hein. Il vide les fosses à purin. C'est son boulot. Et alors qu'il fait ce sale boulot, quoi. C'est le seul, en gros, qui supporte toutes ces odeurs horribles, tout ce que tu veux. Il raconte au gars qui l'a embauché. Il sympathise un peu et puis il voit une superbe statuette africaine. Et il en vient raconter que lui, quand il était plus jeune, il est tombé amoureux d'une nègre. Et il commence à nous raconter l'histoire d'amour avec cette nègre. Dans le sens, et c'est précisé quand même en préface, où à l'époque, le mot nègre n'avait pas toutes les connotations... disons qu'il faut resituer le vocabulaire avec l'époque fin 19e. Il n'y avait pas d'autres mots, en fait, à l'époque. C'est surtout ça. Voilà, entre guillemets. Bref... Et on va suivre cette histoire d'amour entre ce jeune militaire qui tente de faire rencontrer cette jeune femme à ses parents, qui la trouve gentille, mais elle est quand même un peu noire. Hein. Voilà, ce genre de réflexion-là, et qui essaye tout ce qu'il peut d'aller au-delà des préjugés de la société. Jusqu'à une fin qu'on ne racontera pas. Et voilà, je crois que j'ai fait le pitch, je peux pas aller plus loin. Tu peux pas aller plus loin parce que sinon tu racontes l'histoire. Ouais. Mais oui, c'est exactement ça. Et donc, Boitel et le café des colonies, nous allons tout de suite parler du dessin, qui est une douceur. Je trouve que c'est très très doux. Voilà, c'est un trait très doux, fin, un peu caricatural, mais pas trop, qui se laisse lire très simplement. Il y a une sorte de chaleur. C'est agréable à regarder. C'est pas le truc que tu fais waouh, tu restes 2 heures sur des dessins, mais ça coule tout seul. Ça aide la narration sans accroche, sans accro, je veux dire, pas sans accroche, mais sans accro. Un dessin très efficace. Tu aurais quelque chose à en dire? Non. C'est très joli. Voilà, c'est un dessin qui est, comme tu dis, très agréable à lire, très agréable à regarder, parce qu'à lire un dessin ça se fait pas, mais
Ouais, je ne pourrais pas t'en dire plus, en fait. Voilà. Bon, agréable. Et puis le scénario, c'est super comme histoire. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant, tellement agréable. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Où j'ai été vraiment... je suis très content d'avoir lu cette histoire-là. Ça m'a aussi fait avoir un regard sur Maupassant, qui pour moi était un gars qui écrivait des nouvelles d'horreur. Hein. Je veux dire, en gros, globalement... Fantastique à l'époque. Oui, non, mais c'est l'image que... Oui, enfin, c'est l'image que j'avais de Maupassant. Et j'ai trouvé que c'était d'un humanisme rare, je pense, à l'époque. Parce que c'est totalement, je pense, à contre-courant de la pensée de son époque. C'est l'impression que ça me donne. Après, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Je ne suis pas spécialiste non plus, ouais, mais j'ai trouvé que c'était super précurseur, en fait. Je connaissais un peu Maupassant pour avoir lu Bel-Ami, Le Horla et tout dans ce style, mais là, voilà. Je reste un peu sur le cul, quoi. C'est bien, une bonne découverte, vraiment une bonne découverte, un truc que j'aurais certainement pas acheté, mais voilà, qui te fait passer un bon moment. T'en fais quoi ? Je pense que c'est un bon cadeau pour Marine et Marion. C'est voilà, je pense que c'est un truc qu'il faut que Grand Angle leur envoie, ça peut leur donner des idées. Oui, je suis pas sûr que ce soit très revendicateur quand même, mais comme histoire, mais oui. Moi, je le mets avec au rayon histoire d'amour, tu vois, avec voilà, parce que c'est une belle histoire d'amour. Je crois que je ne peux pas en dire plus. Anton, l'éléphant peintre, chez Bambou, par Thomas Coteau et Domas. Ma première bande dessinée. Donc je vous rappelle donc le Qu'est-ce que Pouce de Bambou. Enfin, c'est l'ancien Pouce de Bambou parce que du coup ça a changé de nom. Ça a changé de nom. Maintenant c'est ma première BD. Une aventure, une histoire, on va dire sans texte, muette, qui nous raconte donc l'histoire ici d'un éléphant. Ensuite, on a un petit carnet de croquis pour comment dessiner les personnages de l'histoire, qui sont contents, tristes, heureux, malheureux. De façon très simplifiée pour que ce soit à la portée des enfants. Voilà, des grands enfants quand même. Et ensuite, l'histoire avec le texte et quelques petites illustrations à côté. Alors, c'est la première création originale de Bambou. De ma première BD, ouais. Parce que jusqu'ici, à chaque fois, c'est des reprises de contes classiques. Et là, c'est vraiment une histoire originale. Et la question, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, c'est est-ce que c'est une réussite ? J'ai trouvé que c'était un bon De quoi conte. ça parle déjà en fait ? Alors c'est l'histoire de Anton, un éléphanteau, qui est toujours en fait en train de... je dirais le mot juste, c'est papillonner, mais c'est ce qu'il fait en fait au début, c'est qu'il joue avec un papillon. Et du coup, il est un peu à la bourre sur le troupeau, donc il essaye de les rejoindre, mais ils sont vachement loin. Et comme ils sont vachement loin, il faut qu'il court. Et comme c'est un éléphanteau, il se casse la gueule. Il va se retrouver séparé de la troupe. Alors du coup, il va s'amuser à dessiner pour voilà. Parce que comme il tourne en rond, il fait un dessin. Et là arrive une hyène qui le voit dessiner et se dit « Ça a l'air trop bien. Toi, on va faire des choses ensemble. Je vais te faire dessiner des trucs et on va vendre les toiles. » Voilà. Donc il fait dessiner notre petit éléphanteau Anton et forcément il va vendre les toiles super chères parce que c'est super prisé, tout le monde adore ça. Et Anton devient célèbre. Mais bon, Anton n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa famille. Voilà. On va pas raconter la fin. On va pas raconter la fin. Alors t'as pensé quoi de cette histoire ? C'est un bon conte pour enfants. Moi, j'ai trouvé que ça passait... Enfin, là, moi, après, je le vois d'un côté purement pédagogique. C'est une histoire que tu peux facilement raconter. Tu peux faire passer d'autres épreuves. Tu peux faire plein de choses à tes gamins avec ça. C'est un bon bouquin. Voilà. Est-ce que tu as lu le texte ? Pas du tout. Je l'ai lu. Alors, j'ai trouvé ça pas mal, car ce n'est pas un texte infantilisant. Il y a des mots compliqués. La mégaville. On pourrait s'attendre de ce genre de bouquin à ce que ce soit un peu simplifié au niveau du texte. À ce que, tu sais, comme ils font maintenant avec le Club des 5, où ils modifient le texte parce que c'était trop compliqué les mots d'avant qu'on lisait nous. Donc non, je trouve que c'est plutôt une bonne réussite. C'est une histoire sympa avec une morale hein, du conte. Mais bien trouvé, c'est toujours bien dessiné, bien raconté. C'est beau. Ça reste très classique et standard, hein, mais bon, comme on adore Domas, on va pas dire du mal. Et par contre, pour revenir encore sur le changement de format, donc de Pouce de Bambou à ma première BD, parce que même première BD, ils en avaient fait aussi en petit format.
Je trouve que le passage en grand format, alors c'est vrai qu'on a perdu le côté matelassé des petites. Perdu le côté livre pour enfants, on va dire. On a perdu le côté livre pour enfants, mais le côté en grand format, voilà, pour tous ceux qui ont une classe ou qui ont des gamins devant eux pour raconter une histoire, les grands formats, c'est quand même beaucoup plus pratique, quoi. Parce que forcément, c'est plus visible pour les gamins, même s'ils sont 30 devant vous. Quand vous ouvrez le bouquin, ils voient tous. Et il n'y a pas que les c'est moins joli quand tu racontes qu'à une personne. Parce que quand je raconte qu'à une personne. Ouais, mais même si tu racontes qu'à une personne, du coup, tu te mets ça... Ouais, non, ça c'est faux, ça. Ça, c'est un argument pourri, même pour une personne, ça suffit. C'est trop bien, t'as un grand, tu peux regarder les images, enfin, tu vois plus de détails. Surtout qu'il y a un découpage de 3 bandes, pas de 4, alors que de façon standard, sur ce format-là, on est sur du 4 bandes, donc ça fait des grands dessins, bien lisibles. Non, c'est très bien pensé comme collection, et je trouve que ce premier essai d'histoire originale est une réussite. Tout à fait. Tu en fais quoi? C'est facile, là. J'ai dit que je l'utilisais dans ma classe. Moi, je dis que... Enfin, si ta femme laisse le prendre, c'est ça qui va être plus dur en fait. Moi, je dis que je le donnais à ma fille. Tu veux pas le voler à ta fille? La famille des Wanai, là, vous commencez, J'en ai pas eu un seul de ma première BD, nouvelle collection. Pas un, zéro, nada, nib. Tiens, va chroniquer ça, toi. Un temps de Toussaint. Un temps de Toussaint de Angelo Zapparutti et Pascal Rabaté. Est une bande dessinée très courte, 20 planches. Tout petit format, donc petit prix, c'est 6 €, pour un format standard en bande dessinée, chez Futuropolis, qui est d'abord sorti en hors collection, cadeau, certains libraires les donnaient, c'est comme ça moi que je l'ai eu, et qui maintenant a été réédité en format accessible à tous, et qui était déjà une réédition d'un vieux truc, qui nous raconte l'histoire c'est une histoire de quartier, en fait. On va suivre des personnages, donc il y a un croque-mort, qui commence à râler parce que les gens ils vont se faire enterrer chez d'autres et ils vont à la concurrence, ça le fait chier. On suit ses potes qui achètent une voiture mais elle a un problème. Et puis il y a toujours le petit demeuré du village qui lui en fait ils veulent du cuivre et il fait brûler pour récupérer juste le cuivre des câbles. Et il joue au loto et il joue le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tout le temps. Et on suit un peu tous ces personnages jusqu'à ce qu'il y a un drame. Il y a un des personnages qui va mourir, quoi. Et on voit comment vont réagir les gens autour de ça. C'est vraiment une histoire de quartier. Légère, sympathique, avec des personnages attachants, je trouve. Mais 20 planches, c'est dommage. On aimerait passer un peu plus de temps dans ce quartier. On aimerait avoir d'autres histoires, aussi courtes, parce que je trouve que la longueur est bien trouvée. Mais je me dis, un petit recueil de 5-6 histoires du même format dans ce quartier m'aurait pas déplu. Ce qui fait que je l'ai lu, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça sympa, mais à la fin, je me dis, ouais, mais bon, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin, quoi. Tu vois, un peu de regret. C'est comme si on t'avait montré juste un petit bout du truc qui était sympa. Voilà, une petite déception, parce que j'aurais aimé en avoir plus. Malheureusement, j'allais un peu dans ton sens. Moi, au départ, j'ai eu un sentiment un peu de huis clos dans ce quartier où tu vivais en fait vraiment en autarcie. T'as aucun lien avec l'extérieur, tu peux pas le situer. Et tu te dis, on va rester, on va avoir toutes les histoires qui vont s'entremêler. Mais voilà, le seul regret, c'est le côté trop court parce que ça se développe pas assez. Ouais. Alors l'histoire du coup en elle-même, les 20 pages se suffisent totalement. La chute est même très rigolote. Tout à fait. Mais c'est voilà, en fait on a un petit peu des envies de riches, on en voudrait plus, quoi. Voilà, on est prêt à payer plus pour avoir plus d'histoire là-dessus. Surtout que on n'en a pas parlé, le dessin de Rabaté, que je connaissais très peu en fait en termes de dessinateur, est magnifique. Ce côté la vie très lumineux, la vie de gris très lumineux, c'est superbe, c'est très joli. Et voilà, c'est vraiment un bel album, mais trop court. Peut-être qu'il y aura une suite chez Futuro, je sais pas. On verra. Je le sens pas. Parce qu'à Rabaté, il fait des films maintenant. Les petits ruisseaux. J'ai pas vu. Voilà, non plus. Pas pris. Tu en fais quoi ? Eh bien, comme je l'ai lu il y a plus d'1 an, je t'avoue que je ne sais pas du tout ce que j'aurais pu en faire. Oui, mais j'en ne ferai rien. Moi, j'attends un recueil. T'attends la suite, qui ne viendra jamais. C'est un peu ça.
Et là, on pourrait se dire que c'est presque un petit truc absurde en attendant Godot, tu vois. C'est style, tu vois. Bon, on passe de suite à complètement autre chose. Comme vous l'avez sans doute bien observé, nous sommes devenus des fins lecteurs de manga. Et nous allons vous parler aujourd'hui de Démocratia de Motoro Mase chez Kazé Édition. Là, on triche, c'est un auteur qu'on connaît déjà. Tu me laisses faire mon... S'il te plaît ? Merci. Chacun son truc, quoi. Tu m'as mis en croix grasse, ça veut dire que c'est moi qui fais le pitch, donc c'est moi qui parle. Donc, Motoro Mase... Vas-y, croix grasse. Voilà, croix grasse. Donc, Motoro Mase, dont on a déjà parlé, parce que nous avions cité déjà sa série Ikigami dans nos émissions. Donc, Démocratia, qu'est-ce ? Eh bien... Le pitch. Quoi ? Le pitch est simple. Pas tant que ça, mais... Un informaticien et un roboticien, je sais pas si ça existe. Donc, un gars qui fait des robots et un gars qui fait de l'informatique décident de faire, on va dire, un robot qui aura toutes les apparences humaines et qui va être dirigé par 3000 personnes choisies sur Internet qui vont en fait voter pour les différentes actions que va faire le héros, enfin l'héroïne Mei. Voilà, ça part, c'est tout simple, hein, c'est 3000 personnes qui vont dire tiens, elle va se lever, moi je veux qu'elle se lève, moi je veux qu'elle lève le doigt, et en fait... Les règles sont un poil plus complexes, mais globalement l'idée est là. Ça va, je peux rentrer en détail ensuite. Donc il y a d'abord les 3 votes, les 3 propositions qui ont connu le plus de personnes qui les ont citées, qui sont nos numérotées de 1 à 3, et on peut voter pour celle-ci. Puis il y a les bonus, celles qui n'ont été données qu'une seule fois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Merci. Et dans ce cas-là, ça c'est le vote bonus, quoi. Mais il n'y en a que 2 qui ont été sélectionnés et le nom de la personne qui a proposé est cité. Ça aura de l'importance, je pense, à un moment ou à un autre. Ça a de l'importance pour... Pas le pseudo, pas le nom. Mais bon. Pour le pseudo, pour le tome 2. Voilà. Alors, tous les noms sont totalement... pour les personnes qui votent, les noms sont déformés, les noms des personnes sont déformés par un truc de cryptage, le nom des lieux, pareil. Toute la perception du robot est complètement anonymisée pour pas qu'on puisse repérer où il est, à qui il parle, voilà. etc. Et donc, donc c'est une expérience au départ qui est menée par ces 2 personnes. L'une est à la fac, l'autre a arrêté de bosser, je crois, et fait ça de manière un peu en freelance. Et voilà, pour le pitch. Ensuite, pour le reste, je vais pas trop vous en dévoiler, parce que là, on en est déjà... Enfin, moi, j'en suis au tome 3. Wana, il n'en est qu'au tome 2. Mais je trouve ça absolument génial. C'est super bien mené. On se retrouve avec donc cette espèce de démocratie où chacun vote pour qu'il se passe quelque chose, mais ensuite on se retrouve confronté à qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a voté, aux conséquences des votes. Et du coup, les 3000 personnes qui parlent entre elles en se disant « Mais attendez, on a voté pour ça, c'est pas bien. Oui, mais attendez, vous avez voté. » Enfin, il y a tout ce jeu-là de relationnel entre les gens qui est... Parce qu'il y a un chat où les 3000, en plus, ils sont choisis au hasard. C'est leur ordinateur qui est infecté, en fait, par un virus qui va installer le programme, entre guillemets. Et puis, il y a plein de petites règles particulières. C'est quelque chose qui m'a fait me rendre compte du point commun qu'il pouvait y avoir entre un Death Note et un Ikigami, par exemple. Ces 2 mangas, et Démocratia est construit exactement de la même façon, sur la base. Il crée des règles très précises sur comment fonctionnent les choses. Et ensuite, il cherche toutes les façons de les contourner. Et il nous montre quels sont les excès possibles par rapport à ces règles qui, à la base, ont l'air plutôt correctes. Et comment est-ce qu'elles vont être gérées par les gens, etc. Et en plus de suivre donc les 2 créateurs du programme Démocratia, il s'intéresse toujours à d'autres personnages. Là, donc, les 2 premiers tomes, c'est un arc complet, on va dire. Il s'intéresse à 3 personnages qui ont chacun leur vie, leurs problèmes, etc., qui vont se retrouver confrontés au programme ou au robot, et donc voir comment, avec leurs problèmes individuels, ils vont influencer sur cette conscience globale, on va dire, multiple du personnage, et puis aussi voir quels sont, on n'en est pas encore là, mais je pense que ça va arriver, parce qu'à la fin du tome 2, on commence à les voir arriver, les travers de l'humanité qui vont faire que, de toute façon, je sens que cette expérience est vouée à l'échec, ou à démontrer que l'humain est un gros connard, ou un truc dans le genre. Voilà. Alors, je te dirais non, parce que juste pour... Voilà, Ikigami, ça finit bien. C'est vrai. Donc, et pourtant, à un moment donné, tu te dis, ça va vachement finir mal quand même, cette histoire. Mais ça finit bien. Donc, je me dis que dans Démocratia, Motoro Mase va certainement se débrouiller pour que ça finisse
bien. Parlons du graphisme un peu, on n'en a pas parlé, parce que le scénario est brillant, hein, voilà, on l'a dit, c'est fait, c'est clair, mais le dessin... Ça, j'ai toujours du mal, en fait. Voilà. Sur les mangas, j'avoue que ça reste, voilà, c'est... Des un trait très réaliste, avec des visages très travaillés, en gros, globalement, hein, c'est vraiment un gros travail sur les visages. Un petit peu moins dans la caricature qu'on pouvait avoir sur Ikigami, où souvent les traits des personnages étaient très exagérés, tu sais, quand ils étaient dans la colère, dans la souffrance, etc. Donc quelque chose d'un peu plus fin, un travail de mise en scène sympa. Il s'amuse beaucoup aussi avec les représentations. Moi, j'ai trouvé très réussi, par exemple, les mises en scène des chats. Ouais. Où on a une sorte de cercle avec des tonnes de personnes, avec des visages flous, anonymes, sauf ceux qu'on connaît, en fait, dont on voit le visage, mais les autres, ils sont totalement flous. On voit pas leurs yeux, c'est des silhouettes qui vont parler, qui vont donner leur avis. Non, mais je trouve qu'il y a de très bonnes idées en fait de mise en scène. La façon dont ils nous montrent ce que voient les gens qui utilisent le programme par les yeux du robot, donc les visages qui sont déformés, qui sont anonymisés, etc. Plein de bonnes trouvailles avec un style graphique très efficace, très propre, et puis surtout qui insiste globalement sur tout ce qui est visage et compagnie. Truc rigolo, à la fin du tome 2, il y a des histoires bonus. Qui sont des histoires qui n'ont rien à voir en fait avec Democratia. C'est des histoires courtes qui sont dans le même thème. Et on voit qu'elles ont été faites à des âges très différents de l'auteur. Parce que la première, par exemple, graphiquement, elle pêche un petit peu. La deuxième est un peu plus sympa, mais dans un style très noir, très, très contrasté. Beaucoup moins de trames de noir et blanc. Deux petites histoires courtes assez sympas, mais qui sont toujours sur le thème de la robotique. Hein. C'est le lien qu'on pourrait y faire. Bref, moi je dis que j'ai hâte de voir la suite. Surtout qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de tomes prévus, tu me disais. Je crois, je sais plus si c'est 5 ou 6, et le dernier est paru déjà au Japon. Je sais plus si c'est 5 ou 6. Voilà. T'en fais quoi? Je le garde parce que je pense que je pense que Ikigami et Democratia peuvent en fait devenir des séries en fait philo, tu vois. Ah ouais. Ouais. Oui. Pour moi, ça peut être un bon préambule à la philosophie. Je trouve en plus qu'il y a... Ah oui, juste en tant qu'objet, je trouve qu'il y a un travail sur la maquette qui est très sympa. La jaquette, je sais pas si tu t'es mise à l'enlever. Monsieur ne l'a pas fait. Mais toi, tu fais que des trucs interdits, toi. Voilà, et je trouve que pour le coup, la maquette est vraiment très 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 sympa et bien pensée. Ah voilà, monsieur valide. Ouais, non, clairement. Après, je vais voir sur ton nœud, c'est pareil. Ouais, c'est la même technique, c'est la même technique. Ah, mais c'est pas la même image. Voilà. Il y a un jeu là-dessus qui est bien pensé. Ouais, très intelligent. Moi, ce que j'en fais, je ne l'ai pas dit. Je le mets dans un rayon sociologie pour tous. Tu vois, c'est mettre à la portée de tous des concepts philosophiques et sociologiques complexes. Parce que ça pose beaucoup de questions très complexes, au final. Ça peut. Harmonie. Une bande dessinée de Mathieu Reynes, le tome 1, qui se nomme Memento, qui va être un diptyque ou un triptyque, je sais plus. Ça va être, vas-y, derrière, c'est noté. C'est toi qui as la BD dans les yeux, à la fin. Bah, dis-moi, au lieu de me laisser courir comme ça. Triptyque, voilà. Dans Harmonie, alors il y a une première scène dans la BD où, pour le moment, j'ai rien compris, parce que je pense qu'il va falloir qu'on attende un peu pour qu'on nous explique. Il y a une histoire d'Olympe. C'est l'histoire des dieux, en fait. Ouais, de dieux ou de trucs d'heroic fantasy. Enfin, c'est un peu entre les deux, quoi. Et puis, il y a aussi une deuxième partie où on voit une histoire de famille avec un mec qui a de l'influence et qui fait je sais pas quoi. Voilà. Donc là, on a ces deux parties-là et on fait ouais, ok, j'ai rien compris. On nous expliquera sans doute plus tard. Et ensuite, on rentre enfin dans le vif du sujet. Une jeune fille se réveille. Elle a perdu la mémoire. Et... Elle est dans une cave. Elle est dans une cave et elle a une mèche blanche sur le côté. Non, je confonds de BD de perte de mémoire. Et dans une cave, elle ne sait pas ce qu'elle fout là. Apparemment, elle est très affaiblie. Et il y a un mec, un gros barbu, qui vient s'occuper d'elle et l'aider, qui lui parle pas. Et donc, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas pourquoi elle est séquestrée. Et elle fait des rêves qui vont lui dire des choses. Et elle ne sait pas trop où elle en est. Et le mec, il ne sait pas si elle peut lui faire confiance, parce qu'apparemment, il n'a pas l'air de lui vouloir du mal, il a l'air d'en savoir un peu, mais il ne peut rien lui dire. Et petit à petit, elle va se rendre compte que quand elle se met un peu en colère, elle peut soulever des objets par la pensée. Et tu sens que le gars, il a une idée de ce que c'est, mais il ne veut pas trop lui en parler. Et petit à petit, dans ce tome, en tout cas, la relation entre ces deux personnages va s'affiner, on va apprendre
à connaître. La mémoire va petit revenir à cette jeune fille qui se nomme Harmony. Et on a un gros jeu de faux semblants qui sonne très espionnage et expérimentation. Quête initiatique. Moi, j'ai pensé à Charlie de Stephen King. Je sais pas si tu l'as lu. C'est un peu ce côté-là. Ça m'a beaucoup fait penser à Charlie de Stephen King dans l'idée. Voilà. Donc, bon gros thriller un peu fantastique. Bien mené, qui laisse beaucoup attendre pour la suite. On sent qu'il y a de très bonnes choses qui vont arriver derrière. Et avec un graphisme d'une efficacité totale. Ça m'a fait penser à tu sais, les comics Marvel Ultimates, mais les bons, ceux qui sont bien dessinés. Là. En général, quand ils commencent une série, ils mettent un putain de bon dessinateur dessus. Après, ils mettent les mauvais qui savaient pas quoi en faire. Mais voilà, tu vois, ça m'a fait penser à du Sarah Pichelli, à tu vois, ce genre d'auteur-là, très dynamique, un côté réaliste, légèrement cartoony, mais juste ce qu'il faut pour qu'on s'attache un peu plus facilement au personnage. Voilà, j'ai réussi à m'intéresser à une blondasse, quoi, adolescente, alors que bon, blondasse adolescente, c'est casse-couille en général. Tu vois ? Oui ? Alors là, j'ai eu plein de phrases qui ont fusé et je vais en sortir aucune. Je vais toutes les garder pour moi. Voilà, merci. Graphiquement, moi j'ai trouvé ça splendide. On avait déjà vu de toute façon alors le travail, pas de Mathieu Rennes, mais son travail sur le scénario, lui, et sur le dessin donc, de Valérie Vernet. Là, elle est juste aux couleurs. Sur celui-ci, donc ils ont inversé en fait par rapport à la mémoire de l'eau on les avait rencontrés. Il est au scénario pour le tout. Là, mais sauf qu'il faisait que le scénario sur la voilà. Là, ici, le dessin, moi j'ai trouvé ça excellent. Voilà, c'est comme tu me dis, ça me fait penser à du comics, mais à du comics un peu à la mode franco-belge, quoi. C'est un bon mélange des deux. Encore dans l'avoir le BD de toute façon. Hein, c'est ça, la BD internationale, exactement. Mais si, je pense que si le genre humain, tout ça, quoi. Non, vas-y, écoute. Mais si Mathieu Rennes faisait du comics, je pense que ça pourrait bien... je ne regrette pas de le voir sur une BD américaine. Après, je ne sais pas s'il pourrait tenir le rythme. Ça, c'est la question. Parce que je pense que ça doit être compliqué, mais... Parce que surtout que là, il fait dessin, ancrage et scénario, donc c'est compliqué. Voilà. Alors après, voilà, je sais qu'il y a un premier triptyque qui est prévu. C'est prépublié dans Spirou. Donc, j'imagine dans Spirou, quand il prépublie dans Spirou, maintenant, il prévoit des séries qui sortent assez vite. J'espère que ça sortira un peu plus vite que les seuls. Auquel ça m'a fait un peu penser au niveau du public, c'est-à-dire le côté tout public. C'est vraiment pour tout le monde. Oui. J'ai pris un grand plaisir à lire cette BD, tout en sentant qu'il y avait une volonté un petit peu ado, entre guillemets, derrière. Mais c'est pas grave. C'est super. Voilà, j'aurais aucun scrupule à l'offrir à un gamin, mais je garderai le mien quand même. Ok. Juste pour signaler, en fait, il te propose d'écouter de la musique en... J'ai pas écouté d'ailleurs, paraît que c'est... Eh ben, je l'ai pas fait non plus. Je voulais le faire, mais comme tu sais que là, cette semaine, j'ai été un peu en dehors du monde réel. C'est-à-dire, en fait, dénué de toute connexion Internet, et même de la 4G, c'était... Si j'étais en Edge, déjà, j'étais au taquet, quoi. Donc, je n'ai pas pu le faire. Mais... expérience peut-être à tenter d'écouter la musique en même temps que tu lis l'album. Je vous invite à aller lire la chronique qu'on a fait BOBD, donc c'est un site qui s'amuse à chroniquer des BD, à proposer des musiques pour les écouter en même temps. Donc forcément, il propose celle-là parce que pour le coup, il la propose. Donc, qui est un site que je trouve très sympathique. Je vous invite à aller lire leur chronique qui, pour le coup, tombe vraiment à propos. Tu en fais quoi ? Hein, Thio ? Je cherche. Ah, tu cherches. J'avais mis à côté d'Héraclès et sous... À côté d'Héraclès ? Ouais, la mythologie, quoi. Tu sens bien que... Attends, excuse-moi, tu sens bien qu'elle, ça va être une méga déesse de la mort, quoi. Elle se révèle, ça va être... pour moi, c'est Athéna, quoi. Ouais, c'est possible, mais alors Héraclès, c'est quand même plus mythologique brut, quoi. Enfin, brut, base mythologique, là. Le lien est très, très éloigné. Non, pour moi, ça ira dans mon étagère mythologie, quoi. Vu tel que tu le décris, j'aurais dit plus Chevalier du Zodiaque que Héraclès, tu vois. Dans le genre, le rapport à la mythologie. Excuse-moi, elle est quand même beaucoup plus craquante que Athéna dans Senseiya, quoi. Ah ouais, mais elle est beaucoup moins craquante que... Andromède, Shen... pardon. Quoi ? C'est pas une fille ? On va laisser la question en suspens. Si vous avez une réponse, d'ailleurs, sur Andromède, est-ce que c'est un homme ou une femme ?
ou les deux. N'hésitez pas. Mais voilà, moi je le rangerai à côté d'Héraclès sur mon étagère mythologie parce que c'est de la mythologie. Ah ouais, j'aurais pas du tout. Mignonnesque. Et peut-être voilà, plus péchu que Héraclès. Dans un sens purement magique. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, moi j'aurais mis dans mon côté, c'est du pour tous, quoi. C'est le truc. C'est beaucoup de Dupuis, hein, d'ailleurs. J'ai du Ralph Azam, j'ai du. Oui, donc ça, c'est les étagères du bac, tu laisses en accès libre. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Express. Walking Dead, tome 24, en 2 mots, où en est-on? Qu'est-ce que ça raconte? Où en est-on? Alors, je vous rappelle que Rick a enfin amené la paix dans son petit monde à lui, que ça y est, ils sont en train de cultiver leur jardin, qu'ils sont en train de se développer, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malgré la menace zombie qui est toujours là. Malgré la menace zombie, malgré la menace de l'humanité entière, en fait, parce qu'elle est peuplée de gens intelligents et de gens très cons. Et que forcément, nous, on les voit très cons, mais peut-être que selon eux, ils sont très intelligents, mais ils vont faire des bêtises qui vont amener des actes, des conséquences. Et ça va repartir en quenotte, comme d'habitude. Voilà. Surtout, c'est que là, on va suivre en fait, l'histoire de Carl, parce que Carl, qui maintenant est grand, Carl est tombé amoureux des chuchoteurs, quoi, des nouveaux zombies qui sont arrivés récemment. Enfin, c'est des gens qui se déguisent en zombies pour vivre parmi eux, parce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution. Oui, parce que c'est un retour à la vraie vie. À la liberté, parce que eux sont libres de se faire violer, parce que c'est pas grave, les femmes sont accessibles dans leur monde. C'est ça. Ouais. Après voilà, on a des choses qui sont défendues des fois, c'est limite. Mais bon, c'est des choix de l'humanité. Il y a un côté assez dur là-dessus qui, voilà, pour eux, la morale à l'ancienne, ils ont un peu oublié les chuchoteurs, et on a cette confrontation entre deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre. Et c'est plutôt intéressant, voilà. Je trouve toujours ça bien foutu, bien amené. Et là, la question, c'est jusqu'où vont-ils aller? Parce que, en gros, il n'y a pas de vrai méchant, il y a juste une philosophie différente en face qui peut ne pas paraître acceptable. Maintenant, comment vont-ils gérer ça? Alors, dans un contexte de fin du monde, hein, quand même. Alors, de manière, voilà, je dirais juste... on se retrouve avec donc une autre façon d'avoir vécu l'apocalypse zombie. Ok. Mais la personne te fait 2 choix qui sont totalement contradictoires. D'un côté, je te dis, on va chacun vivre de notre côté, tu viens pas me faire chier, je viens pas te faire chier. Mais en fait, ce que je t'ai pas dit juste avant, c'est que je t'ai fait un truc qui de toute façon va faire que dans 5 minutes, quand tu vas le savoir, tu vas avoir qu'une envie, c'est de me détruire. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu lui dis ça avant? Et c'est là où non. Ça m'a pas choqué. Bon. Alors que tu dises quoi, qu'il y a des gens qui ont fait un autre choix. Ok, soit, mais là, scénaristiquement, je suis désolé, mais là, c'est même pas gros, quoi. C'est complètement débile. Ah non, moi, scénaristiquement, j'ai trouvé que ça tenait tout à fait la route. Ça m'a pas choqué. Je trouve que c'était même... qu'il y ait des contradictions dans les personnages, je trouve ça plutôt même très, très, très bien trouvé, parce que ça reste très humain. Entre le faites ce que je dis, pas ce que je fais, qu'on retrouve aussi... Oui, mais sauf que là, tu peux pas dire, excuse-moi, on serre la main, on fait la paix, tu vis de ton côté, je vis du mien, d'accord? Mais en fait, je sais déjà que moi, je t'ai fait un truc qui, de toute façon, quand tu vas rentrer dans ton camp, va faire que tu vas en ressortir dans la seconde qui suit avec toute ton armée pour essayer de me casser la bouche. C'est un avertissement. C'est un acte de guerre, quoi. Faut pas déconner, c'est pas un avertissement. Ah ouais, je l'ai vu comme un avertissement. Mais ça m'a pas perturbé. Mais il est gratuit. On pose les limites tout de suite. Non, parce qu'ils avaient déjà eu un avertissement. Et il leur avait déjà dit, écoutez, on reste tranquille, et non, en fait, il l'avait pas fait. Et si, c'est... Non, parce que... Ouais, mais là, clairement, Carl le dit, et ça a été accepté quand ils ont eu la discussion, quand il a eu une discussion avec elle. Il lui a dit, c'est pas eux qui viennent, c'est moi qui ai décidé de venir parce que je veux récupérer la fille. Ouais, mais il avait dit avant qu'il devait pas le faire. Et il l'a fait quand même. Oui, mais sauf qu'il a bien dit qu'il n'agissait pas à leur place. Il leur faisait contre leur avis. Quand il y a quelqu'un qui... Ouais, non, mais là, c'est trop facile. Non, c'est trop facile ce que tu dis. Bon, je crois que Walking Dead reste intéressant pour lire pour ce genre de débat. On en discutera plus profondément. Oui, mais le problème, c'est que ça devient juste intéressant pour les débats qu'on fait entre nous. Mais oui, mais c'est l'histoire, c'est une bonne histoire pour ça. Tome 4 d'Edgin. Edgin, pour vous rappeler, en gros, dans le monde actuel,
des gens sont immortels et ne le savent que le jour où ils meurent, et là ils se reconstituent entièrement. S'ils ont perdu un bras, ils repoussent, mais il faut qu'ils meurent pour que le bras repousse. Voilà, s'ils meurent pas entre-temps, le bras repousse pas. Et bien sûr... Et du coup, des fois, il faut même en fait qu'ils se suscitent tout seuls, parce que sinon, pour aller mieux. Ils sont trop abîmés pour se régénérer, donc en fait, il faut qu'ils se... Ouais. Ça me rappelle un peu les Cylons dans Galactica, quand t'as l'autre qui dit en fait qu'il s'est pris une balle dans le foie et qu'il a dû se sectionner la horte avec une pierre parce qu'en fait c'était trop douloureux. Bon, pardon. Donc en gros, bien sûr, les Edgins veulent être récupérés et sont chassés parce que ils sont dangereux, on sait pas trop ce que c'est, on fait des expériences dessus. Et là, en gros, il y a un groupe qui essaye de réunir des Edgins pour monter une offensive contre le gouvernement. Et de les réunir pour faire des actes d'action terroristes, entre guillemets. Oui, parce qu'on a découvert dans le tome précédent que l'État faisait des expériences totalement innommables sur les Edgins. Ou les 45 façons d'essayer de tuer un Edgin. Voilà. On l'écrase petit à petit, on l'explose contre un mur, on lui tire dessus, on voit comment ça marche, limite. Enfin, un truc de ouf. Et donc, voilà, sauf que tout le monde n'est pas d'accord sur les moyens utilisés. Et il y a un des jeunes qui se retrouve là-dedans, qui essaie de s'enfuir, de se casser, parce qu'il ne veut pas participer à ces actes qu'il juge innommables. Parce que clairement, ce qu'ils veulent faire, c'est du terrorisme avec du mort gratuit, attaquer des innocents pour faire parler d'eux. C'est un peu l'idée quand même. Et en s'échappant, il va retrouver un autre Edgin qui s'était échappé et qui maintenant vit sa vie tranquille dans son coin. Qui veut pas qu'on l'emmerde en fait, lui. Il veut rester tranquille sans qu'on l'emmerde. Lui, il a compris en fait que l'humanité ne pouvait lui vouloir que du mal. Donc il reste tranquille, un peu en autarcie, et bien sûr, ils essayent de vivre l'histoire. Bref, Edgin est toujours une série aussi sympathique où on suit les interactions entre ces personnages, où on a des surprises constantes, où on pense un très bon moment à le lire, même s'il est vrai que le nombre de personnages. Sachant que les personnages du premier tome, on les a pas revus. Juste le personnage principal du tome 1. Voilà, enfin, on est un peu... On a perdu un deuxième qui, en fait, on ne sait pas où il est. Voilà. Je m'y perds un peu dans les personnages, savoir qui est qui entre les différents tomes. Mais comme vous le savez, j'ai un Alzheimer. Bref, ça reste une très très bonne série. Tu confirmes ? Je confirme. Vraiment, c'est... Alors, on change au fur et à mesure les centres d'intérêt. Dans le tome 2, comme j'avais dit, on était sur qu'est-ce qui fait l'humanité, qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain, et là maintenant on se retrouve plutôt à qu'est-ce qui peut légitimer finalement le terrorisme ou pas. Oui. Voilà, ça pose des questions, des fois plus intéressantes que d'autres. Ce tome-là m'a pas non plus follement emballé, mais bon, pour les 3 premiers, je dirais que ça a continué, on verra le tome 5. À suivre, donc on continue parce qu'on veut savoir. On veut savoir. Eh bien, je crois que nous en avons fini avec cette émission. On va pouvoir... tu fais rebondir les crayons, tu es un magicien. Ouais, je viens de péter mon stylo. Ah, magie. J'ai mis de l'encre partout dans ta chambre. Sérieux ? Ouais. Ah, super. Tu es trop fort. Je suis un pote. Ouais, c'est ça. Ah, super, on a fait le ménage aujourd'hui. Donc, bien, je te dis au revoir, connard. Merci. Je vais te péter la gueule hors ligne, tout en continuant notre débat sur Walking Dead. Tu l'avais depuis longtemps, celui-là, en plus. Et donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On fera une joie d'y répondre. Laissez-nous un peu quelques étoiles sur Facebook, sur iTunes, parce que ça doit faire 2 ans, 3 ans qu'on n'en a pas eu, et que iTunes, c'est quand même un peu important pour le référencement, tout ça. Dites-nous si vous, d'un point de vue technique, il n'y avait pas de soucis, tout se passe bien. Voilà, s'il fait beau chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et avec El Doctor. Avec El Doctor, ya. Ciao, ciao, merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao, ciao.